Donc on continue. Oui, donc les 9 principaux sont la prudence, le premier. Donc la prudence est la prise en compte d'un certain degré de précaution lors de la préparation des estimations. Il convient d'éviter de donner une vue trop optimiste de la situation de l'entreprise. Un gain doit être comptabilisé lorsqu'il est devenu certain. Au contraire, une charge doit être prise au compte, même si son montant n'est pas connu avec certitude. Comptabilisation des provisions comportant des incertitudes quant à leur montant ou quant à leur échéance. Voilà, donc ça veut dire que si aujourd'hui Saint-Valentin, vous promettez à votre copine de lui donner de l'argent, c'est une promesse de don. Ça peut être ou ne pas être. Donc, par prudence, votre copine ne doit pas l'inscrire en comptabilité, comme quelque chose qui est déjà rentré. C'est ça qu'ils disent. Mais si vous êtes en contentieux avec votre copine, vous lui avez volé sa chaîne en or, elle vous amène en justice. Le dossier est pendant en justice. Et il y a de fortes présomptions sur votre délit. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que vous soyez condamné. À ce moment-là, moi, dans ma comptabilité, je vais inscrire une dette probable qui va venir. C'est ça qu'on appelle les provisions pour risques et charges. Donc ça veut dire que les dettes probables, par prudence, je les mets dans le bilan, alors que les recettes probables, j'attends jusqu'à leur encaissement effectif. C'est clair? On continue. Ok, donc le deuxième point, c'est la permanence des méthodes. Donc les règles appliquées au cours des périodes annuelles successives doivent être restées fixes, afin de permettre la comparaison dans le temps de l'évolution de l'entreprise. Donc ça c'est clair, pas d'explication particulière. Le troisième point, donc, c'est la correspondance bilan de clôture, bilan d'ouverture. Voilà. Les soldes d'ouverture du nouvel exercice doivent toujours être identiques aux soldes de clôture de l'exercice précédent. Voilà. Donc ici, on a l'exercice clos et l'exercice nouveau. On est en 2019, hein? 2019-2020. Donc ici, c'est du 1er janvier au 31-12. Mais le 31-12-2018, c'est égal au 1er janvier 2020. 2019, voilà. 2020. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que le bilan ici, le bilan qui est là, les soldes du bilan 2019 doivent correspondre les soldes de fermeture. Les soldes de fermeture du bilan de 2019 doivent correspondre aux soldes. Voilà. Soldes d'ouverture du bilan. Ici, je ne parle pas de compte résultat, parce que les données du compte de résultat de 2019 sont versées dans le bilan de 2019, mais en résultat, à la ligne, au niveau du passif. Donc, solde d'ouverture du bilan 2020. C'est ça qu'on appelle correspondance, bilan de clôture et bilan d'ouverture. C'est clair? C'est bon? Aïcha. Donc la régularisation des opérations d'exercice antérieur doit nécessairement se faire par l'intermédiaire du compte de résultat de l'exercice en cours. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si en 2020, je me rends compte qu'il y a une opération de 2019 que j'ai omis et que les comptes sont déjà clôturés, déposés aux impôts, là, je vais corriger sur le compte de résultat. Voilà, c'est ça. Donc, ça, dans les normes comptables internationales, ça, c'est correction des écritures, des événements postérieurs à la clôture de l'exercice. Ça, c'est réglementé.
Mais il ne faut pas faire comme les apothicaires, là, ce qu'on appelle les comptabilités d'apothicaires. Là. Aller ici, ouvrir les comptes, modifier, gna gna gni, et ensuite refaire le basculement. C'est trop compliqué. Parce qu'en comptabilité, il y a la notion d'irréversibilité des actes qu'on pose et des opérations qu'on pose. C'est pourquoi même quand on a fait une erreur, il ne faut pas corriger l'erreur. Il faut faire une correction en négatif au jour où on a constaté l'erreur et passer la bonne écriture. C'est pour des besoins de traçabilité. Parce qu'il y a trop de manipulation dans la comptabilité. Wow. On peut passer une écriture de charge au niveau de la caisse, de dépenses, supprimer l'écriture et prendre l'argent, mettre dans sa poche, qui va comprendre. Donc, la comptabilité proscrit de manière formelle la suppression des écritures dans la base de données. Lui, il comprend. Ça, c'est une suppression technique dans la base de données. On va voir dans l'enregistrement, on le repère et on l'élimine. Ça, c'est un délit. Quand on voit une erreur, il faut aller dans le journal de rectification, passer une écriture en négatif, c'est traçable, et ensuite passer la bonne écriture. Et les comptes sont équilibrés ou bien rétablis. C'est bon? Une question en ligne. Oui. Bien, M. Dame Diop depuis Saint-Louis. Dame. Oui. Dit pourquoi les banques et les assurances ont leur système différent de celui du CISCOA? Bon, parce qu'en matière économique, dans l'organisation économique du Sénégal, il y a des secteurs. Il y a le secteur bancaire, il y a le secteur des assurances. Et on ne peut pas, les opérations qu'ils font ne peuvent pas être comparées avec les opérations commerciales ou des sociétés. C'est pourquoi ils ont leur propre référentiel, quoi. C'est comme l'État. L'État a son propre référentiel, au même titre que les banques. C'est tout. Dans la vie, c'est la diversité. On ne peut pas dire que dans un pays, tout le monde parle Wolof. Hein? Certains parlent Wolof, d'autres Diola, d'autres Serer, ainsi de suite. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans leur jargon, ils comprennent mieux avec leur langage PCB, plan comptable bancaire. Dans le jargon des assurances, ils comprennent mieux avec le langage comptabilité ciment. Dans notre jargon entrepreneur, nous on comprend mieux avec le langage, comment dirais-je, CISCOA. Dans notre jargon public, au niveau de l'État central, on comprend mieux avec le plan comptable de l'État. Pour les collectivités territoriales, ce n'est pas le même type d'opération, on comprend mieux avec le plan comptable des collectivités territoriales. Donc c'est ça la réponse. Hein. On continue. C'est la spécialisation des exercices, c'est-à-dire l'activité de l'entreprise est découpée en périodes comptables appelées exercices, et ceux-ci sont autonomes. Les exercices coïncident avec les années civiles. Donc c'est ça la spécialisation 2019 et autonome de 2020. Mais c'est comme une course de relais. Quelqu'un court sa portion et donne le témoin à l'autre qui prend le relais. 2019 a fait sa course du 1er janvier au 31 décembre et donne le relais. Le relais, c'est les soldes de clôture. Et 2020 prend le témoin pour continuer. Donc c'est ça qu'on appelle continuité de l'exploitation. Maintenant, les entrepreneurs malins là, ou bien les entrepreneurs vraiment pas nets du tout, entre guillemets, eux, ils créent une entreprise pour satisfaire un but précis, pour régler un but précis. Et dès que c'est fini, ils mettent en faillite de manière frauduleuse l'entreprise. Ça, c'est des banqueroutes provoquées. Et c'est réprimé par la loi. On ne crée pas une entreprise pour la fermer. Ce n'est pas logique. Et par défaut, quand vous créez une entreprise normale, la durée de vie, au moins, c'est 99 ans. Donc, ça veut dire que les descendants des descendants, tout le monde peut y trouver sa subsistance.
On continue. Donc le cinquième point, c'est le coût historique. Donc les flux ou mouvements économiques qui traversent l'entreprise sont enregistrés de façon définitive à la valeur nominale, exprimée en francs CFA courant. C'est ça. Est-ce qu'on peut être au Sénégal et tenir une comptabilité en yen? Non. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Mais on peut avoir une filiale, comme par exemple Orange. Orange est une filiale de France Télécom. Donc Orange, pour ses activités au Sénégal, va tenir une comptabilité en francs CFA. Mais dans le cadre de la consolidation du groupe France Télécom en France, ils ont un état reporting, c'est-à-dire les comptes du Sénégal vont être traduits selon le plan français. Et ça permettra en France de faire ce que l'on appelle la consolidation entre la société mère qui est là-bas et sa filiale sénégalaise. Ok, donc le sixième point, c'est la continuité de l'exploitation. Pour l'établissement des comptes annuels, l'entreprise est présumée poursuivre ses activités. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure là. On ne crée pas une entreprise pour la fermer après. C'est parce qu'on n'est pas sérieux. Le septième point, c'est la transparence. Donc la comptabilité doit se conformer aux règles et procédures édictées par la CISCOA. Voilà, il faut respecter le droit. Si on ne respecte pas le droit, on est pénalisé aussi. Le huitième point, c'est l'importance significative, c'est-à-dire toute information ou élément pouvant influencer les utilisateurs des documents doit être fourni. C'est ça. Donc, dans le cadre de l'établissement des états financiers en fin d'année, il ne faut pas cacher les informations. Il ne faut pas cacher le fait que vous, propriétaire, ou bien vous, actionnaire, avec quelqu'un d'autre, vous lui cachez que durant l'exercice, à titre personnel, vous avez fourni des prestations contrepartie monétaire à l'entreprise, avec contrepartie monétaire à l'entreprise. Ça, il ne faut pas le cacher. Et d'ailleurs, ça fait partie des rapports spéciaux du commissaire aux comptes. Pour dire qu'il y a eu des conventions entre les dirigeants de l'entreprise et l'entreprise. C'est pour informer tout le monde, pour ne pas qu'un actionnaire tire plus d'avantages que les autres, dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Okay, donc le neuvième point, c'est la prééminence de la réalité sur l'apparence. Donc c'est la prééminence de la réalité économique des biens sur leur apparence juridique. C'est ça que ça veut dire. Donc allez-y. Donc la réalité économique prime sur l'apparence juridique. Il est donc possible d'inscrire au bilan des biens détenus dans le cadre du contrat de crédit bail, d'inscrire dans les charges personnelles et les coûts de services fournis par le personnel extérieur, non liés à l'entreprise par un contrat de travail. Voilà, ici l'exemple le plus patent, c'est la concession de l'autoroute à péage. L'État a ses terres, l'État a ses routes et ses ponts, n'est-ce pas? Dans le cadre de cette possession, de ces biens-là, l'État a concédé leur exploitation à Sénac, dans le cadre de l'autoroute à péage. Est-ce vrai? Même si Sénac a construit, ainsi de suite, c'est un prêt qu'il a fait à l'État, mais sur ses propres biens, sur les propres biens de l'État. Donc l'État lui dit, ce que vous avez investi comme route, c'est ma propriété juridique, mais économiquement, c'est vous qui l'exploitez. Et je vous permets, le CISCOA lui dit, le CISCOA va permettre à Sénac d'inscrire ces routes-là, l'évaluation de ces routes-là, dans son patrimoine. Donc, la moralité, c'est qu'on ne met dans les biens de l'entreprise, on ne met à l'actif, aux immobilisations de l'entreprise, que les biens qu'on contrôle. Ici, Sénac ne possède pas le bien, mais Sénac contrôle le bien. À ce titre-là, Sénac peut ou bien même va inscrire ce bien-là dans son actif, comme si c'est son bien. Et à la fin de la concession, il fait une sortie de biens du patrimoine. C'est ça. Même Sénélec, c'est pareil. Sénélec, les transports de courant, ainsi de suite, l'État lui permet de l'inscrire à son actif. Demain, l'État peut lui dire, la preuve, il fut du temps du président Abdoulaye Wade, il fut des temps, on avait concédé la concession
à une société canadienne, j'ai oublié le nom là, canadienne. Donc tout ce qui est eau, électricité, route, transport, ça c'est la propriété de l'État qu'il confère, c'est-à-dire qu'il concède à des privés. C'est pourquoi SDE est parti et Sen'Eau est venu. Demain aussi, si on veut, on botte le Sen'Eau, on prend GDE ou autre chose. Donc l'État possède tout. Même nous, c'est l'État qui nous possède. Wow. L'air là, c'est votre air. Hein? L'air, c'est votre air. Hein? Ouais, mais Dieu a confié ça aux États. Sinon, on serait dans un monde où il y a un seul président. Dieu a confié ça à Macky Sall. Voilà. Donc, il faut respecter le président. Même si on n'est pas d'accord avec lui, il faut le respecter. Les pays développés, c'est ça qui fait leur force. Waouh. Mais ici au Sénégal, le président, il se déplace, on lui jette des œufs pourris. Hein? C'est pas sérieux. Quand les autres vont voir ça, ils vont se dire que, mais eux là, ils ne vont pas avancer. Donc Dieu là, il n'est pas sur terre. Mais il a des représentants sur terre. Des représentants soit religieux ou autres que religieux. Politiques. Voilà, il a des représentants politiques. C'est pourquoi dans le Coran, quand Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon, il lui a dit, il faut lui parler bien, avec politesse, parce que c'est un patron. Moi, je dois vous parler bien, parce que vous êtes des patrons. Je ne dois pas vous empiéter. Hein. Je ne suis pas plus méritant que vous. Hein. Ah oui. Oui. Je dis, donc, si on poursuit sur cette réflexion, donc tous les dictateurs, les Hitler, tout ça, c'est des représentants de Dieu sur terre. Bien sûr. D'accord. Mais il y a une distinction à faire. On a le pouvoir par légitimité ou bien on a le pouvoir par légalité. Donc les dictateurs là, ou bien ceux qui font les coups d'État, légalement, ils n'ont pas suivi la procédure pour accéder au pouvoir. Mais légitimement, ils dirigent le peuple. C'est ça. C'est ça, hein? Mais s'ils ont la possibilité de diriger ça, il n'y a pas la foudre qui leur tombe dessus ou trois. Mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Pourquoi? Pour éprouver les hommes. C'est tout. Même le fait de nous dire il faut jeûner, mais ça, c'est des épreuves. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Si on n'accepte pas, il faut aller au restaurant du coin là et dire à Dieu, je n'accepte pas et je bouffe. Voilà. Si on a un dictateur qu'on n'accepte pas, mais il faut se rebeller. C'est tout, hein? Ah, c'est ma vision, bon, c'est ma réflexion personnelle. Là, qui ne vous lit pas. Oui? Question? Par exemple, quand vous dites que les routes, les ponts, tout ça, même les arbres, ça appartient à l'État. Oui. Il y a, par exemple, il y a deux domaines de l'État, le domaine public de l'État et le domaine privé. Excellent. De l'État. Oui. Ce qui intrigue les Sénégalais, plus particulièrement, ce n'est pas, par exemple, le domaine privé de l'État, comme vous le dites. Parce que dans le domaine privé de l'État, c'est là où l'État a le droit de faire ses affectations, par exemple, de dire là, comme par exemple les routes, de dire je vais l'affecter à M. Diop pour qu'il puisse faire ses exploitations. Dans le domaine privé. Dans le domaine privé. Oui. Parce que dans le domaine public, l'État n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Effectivement. C'est pourquoi quand le vendeur de Tchaf, dont je ne vous coupe pas, quand le vendeur de Guerre Tchaf se met sur la voie publique, il paye des droits d'occupation du domaine public. Oui, allez-y. Par exemple, dans le domaine privé. C'est les duties là. Oui. Les contrats que l'État signe, c'est ça. Comment la proportion des choses. Oui. Ce que j'entends par exemple au Sénégal, la plupart des critiques, oui, c'est la proportion des signatures de contrats sur le domaine privé même. De l'État. De l'État. Mais en fait, ces contrats-là, c'est ça qu'on appelle les baux.
contrat de bail. Souvent, vous voyez des gens acheter un terrain là, on dit c'est quel type de papier, ils disent bail. Bail, c'est location. Hein. Chaque année, vous devez payer le montant du loyer. Maintenant, l'État vous dit, je vous offre, quand vous avez le bail, je vous offre la possibilité de transformer ça en propriété privée à votre nom. C'est ça qui va faire l'objet d'un processus pour aboutir à ce que l'on appelle le titre foncier. Donc ça veut dire que là, l'État a concédé et vous a donné. Mais c'est des transactions qu'on passe chez le notaire en relation avec les impôts et domaines, qui est un service public. Ou bien j'ai pas saisi. Non, j'ai bien compris. Par exemple, aussi, à ce niveau, Oui. Par exemple, vous avez dit que aussi, en quelque sorte, Oui. l'État donne, par exemple, le contrôle à Certaines entreprises. certaines entreprises. Oui. Parfois, l'État donne le contrôle, par exemple, à des choses qui ne l'appartiennent pas, qui n'est ni dans son domaine privé. Non, 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 ça n'existe Par exemple, pas. Je ne l'ai pas vu. Par exemple, Donnez-moi un exemple. Par exemple, le domaine national. Quel domaine national? Le domaine national. Wow, donnez-moi un exemple. Par exemple, Les juristes sont là, hein. Ils vont nous départager. Donnez-moi un exemple. les forêts classées, tout ça. Mais forêt classée de Mbao, vous avez vu quelqu'un construire là-bas? Donc, il y a beaucoup de débats sur le domaine. Moi, dans mon quartier là, j'ai vu des gens se construire sans papier, mais on l'a démoli avec la DESCOS. Bon, j'ai oublié l'acronyme là, mais c'est un service qui s'occupe des occupations, qui réglemente les occupations irrégulières du domaine public ou bien du domaine privé. C'est domaine public ou domaine privé de l'État. Maintenant, dans le domaine privé de l'État, l'État loue certaines propriétés. C'est ça le bail. Mais l'État peut permettre à ces bailleurs-là, c'est-à-dire à ces locataires-là du domaine privé, de transformer leur baux en titre de propriété. Faut que c'est pas compliqué, mon frère. Faut pas regarder l'État comme un monstre sans cœur. Hein. L'État, c'est... Ou bien j'ai pas saisi. Non, c'est vrai. C'est juste que, par exemple, ce n'est pas le fait de regarder l'État comme, par exemple, un monstre ou bien. Oui. C'est ce qu'il y a des incompréhensions. C'est-à-dire, pour vous, il y a des inéquités, quoi. C'est-à-dire, l'État peut traiter quelqu'un de bonne manière et l'autre, non. Oui. Cela revient Vous avez vu ici quelqu'un d'équitable. Cela revient même aux questions d'hier que posait Djibril. Quand Oui. il disait, parfois vous écrivez et on tarde à vous répondre. Ah, Parfois, mais ça, je lui ai dit la procédure. Par exemple, vous écrivez et on vous répond sur le champ. Des dettes. Non, non, non. C'est parce que moi, j'écris bien. Non, quand je dis j'écris bien, c'est pas parce que je parle bien français ou pas. C'est parce que j'écris comme le comprend l'État. Mais si vous écrivez n'importe comment, c'est comme quelqu'un, il comprend Wolof, vous lui parlez serrère. Mais vous avez peu de chances de recevoir de réponse de l'État. Mais quand vous déposez vos dossiers là aux impôts, mais ils font une décharge. Parce qu'ils comprennent. Ils viennent dire déposer selon tel format. Oui, moi, je pense qu'il y a une petite contradiction par rapport à ça. Parce que au Sénégal, la langue officielle, c'est le français. Oui. Et si vous voulez que chaque citoyen s'exprime dans le français que l'État comprend, Oui. c'est pas à la portée de tous les citoyens. Ah, Donc, non, il y a non, un non, problème non. d'équité. Je suis pas d'accord. C'est pas tous les citoyens qui ont Est-ce que été vous êtes à l'ENA. d'accord? Il y a des Non, citoyens c'est qui pas parlent même ça. pas français. C'est pas ça. Mais si vous ne comprenez pas Wolof, l'autre jour là, hier là, il y a quelqu'un qui a dit oui, est-ce que les exercices qu'on fera à la fin, ce sera en ligne? Mais Mounir lui a dit quoi? Oui. Maintenant, si lui, il ne peut pas taper ou bien comprendre comment faire, mais il s'aide avec quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un va l'aider, un assistant. Oui, mais moi, je pense que chaque citoyen. Mais écrire doit une être- lettre, tac, 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 avoir la décharge, on ne vous répond pas, vous relancez. Ça, on n'a pas besoin d'avoir un ami ou un frère, un parent au niveau de l'État. Voilà. Non, mais vous dites qu'on doit parler le langage de l'État. Non, En quand je quelque dis sorte. on parle le langage de l'État, ça veut dire qu'il faut bien structurer sa lettre. Des fois, il y en a, ils vous envoient une correspondance, vous ne comprenez pas ce qu'ils veulent dire.
Parce que le gars qui est derrière là, au niveau des services publics là, mais ce gars-là, lui, il a des tonnes de dossiers. Il n'a pas le temps de comprendre ou bien c'est... Donc, une phrase, elle doit être claire, nette, précise, concise. Nous, on nous évite. C'est pas parce que je dis, oui, c'est pas ésotérique. C'est-à-dire, on nous dit, dans les notes ou correspondances, il faut que ce soit clair. Il faut poser le problème. Et s'il y a des solutions ou des pistes de solutions, vous le déclinez. Mais ça ne doit pas dépasser 2 pages. Mais vous parlez de... Ça, c'est ça la règle. Hein? C'est ça que je dis, c'est... Non, je comprends très bien, monsieur. Mais à vous entendre parler, on dirait que ça se limite uniquement à la forme de la lettre. Alors que parfois, on peut aussi respecter toutes les formes qui s'imposent. Et puis... Maintenant, il y a un problème. Il y a un fait aussi. Le gars qui n'est pas consciencieux, à qui on adresse une lettre, qui ne répond pas, ça, on n'y peut rien. Maintenant, vous, est-ce qu'en entreprise, tous vos travailleurs là, tous vos salariés là, ils sont aussi diligents que vous? C'est pas possible. C'est le monde qui est imparfait aussi. Hein? Oui, mais quand vous dites l'État, c'est un système. Même en Europe là, c'est comme ça. Hein? Des fois, vous déposez, ils vous disent que c'est pas possible. Dans le système, tout n'est pas parfait. Si tout était parfait, les États-Unis, première puissance mondiale, 2001 ne seraient pas attaqués par les terroristes. À tout ce qu'ils prônent comme sécurité nationale. Jack Bauer, ici, hein? Donc, c'est ça. C'est pour vous dire que tout système n'est pas parfait. Si par malheur vous tombez sur ce qui est imparfait, moi, en fait, je milite sur le fait qu'il ne faut pas généraliser. Parce que dans une organisation, il y en a qui sont bons et qui sont moins bons et qui sont mauvais. Il ne faut pas dire que la minorité là, tout le monde est généralisé. Moi, c'est ça que je ne veux pas accepter. Je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais. J'ai une question. Oui. Bonjour. Ma question c'est, quand je mets ça par exemple, je crée mon entreprise dans une commune. Et que je vois que dans cette commune-là, la répartition du budget au niveau, par exemple, des villages composant la commune, je ne le juge pas équitable, quoi. Oui. Est-ce que quand je crée mon entreprise dans un village, je peux me dire que les impôts à payer, tout ça là, je peux les investir par exemple dans le village, comme par exemple la construction de l'école ou bien l'hôpital, etc., etc. Ok. En fait, ça, c'est ça qu'on appelle les impôts locaux. C'est-à-dire les impôts liés à une localité. Donc vous créez une entreprise pour permettre à l'entreprise de bénéficier des retombées des impôts que vous allez payer dans cette localité-là. Mais ça, c'est laissé à l'appréciation du maire. Parce que si le village est une commune, là, ils ont en main le dossier directement. Mais si le village est c'est-à-dire est sous l'autorité d'un autre maire, là, il faudra un représentant municipal qui puisse défendre les intérêts de votre village. De telle sorte qu'il puisse se battre pour dire que l'entreprise a versé tant en impôts locaux et moi, j'ai un projet de construction d'école qui est équivalent. Faites en sorte de l'inscrire dans le budget de la commune. Et là, si c'est fait, c'est bon. Mais la réalité qu'on s'est confronté, c'est que par exemple, au niveau souvent par exemple des communes, au niveau des villages, les conseillers, par exemple, les conseils municipaux, souvent ils peuvent être des gens non instruits pour défendre par exemple un tel projet au niveau de leur village. Est-ce que moi en tant qu'entrepreneur et qui sait les problèmes rencontrés au village, est-ce que je peux me permettre de défendre? Vous n'avez pas la légitimité. C'est-à-dire pour avoir la légitimité, il faut... Donc si vous voulez le faire, il faut vous inscrire aux prochaines listes électorales des élections locales.
Oui, c'est ça. Hein. Dans mon quartier, quelqu'un est venu me dire, on a inscrit mon nom sur les listes électorales. Il n'y a que ça. Sinon, vous n'avez aucun moyen. Parce que là, vous êtes dans le domaine privé. Et vous voulez prendre des décisions dans le domaine public sans document officiel. Ou bien sans autorisation. C'est là où votre cas est compliqué. Est-ce que vous voyez? Donc là, en fait, c'est une finalité où il faut se projeter. C'est-à-dire, dès maintenant, si vous voulez avoir votre mot dans la gestion des affaires de votre village, il faut intégrer le conseil municipal, là où on parle les affaires. C'est comme ça que vous pouvez aider votre village. Maintenant, c'est après que les retombées de votre entreprise, que vous pouvez les introduire dans ce conseil-là. C'est comme moi, je vais à l'Assemblée nationale pour dire que oui, libérer Guy Marius Sagna. Mais on va me mettre au Niouf. Mais si c'est Maître El Hadji Diouf qui dit libérer Guy Marius Sagna, on va le prendre à la télé, les journaux vont le reprendre. Parce qu'il a la légalité. Vous voulez, avec votre légitimité, vous octroyer des droits légaux pour développer votre localité. L'idée est noble, mais sur la forme, ça pose problème. Donc il faut respecter le fond, parce que vous avez le fond, mais vous n'avez pas la forme. Donc le dossier est... Même quand on entend une procédure judiciaire, si on ne respecte pas la forme, même si on a raison, mais on écarte le dossier. Vice de procédure. Ou bien vice de forme. C'est bon? Oui, une question en ligne. Bon, apparemment, il n'est pas satisfait. Hein? Non, c'est une autre question par rapport... Bon, on prend la question en ligne, sinon ils vont dire que Dakar monopolise la parole. Tout à fait. Puisque Dakar ne dort pas. Oui, je reviens sur l'acronyme de la DESCOS. C'est la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. C'est ça, voilà. Et là, ils ont des moyens exorbitants de répression. Oui. Nous, quand ils sont venus dans notre localité pour rétablir le droit de certains, ils sont venus avec au moins une centaine de gendarmes, armés jusqu'aux dents. Waouh. Ils répriment durement les manifestations. C'est bon? Merci Mounir. Oui, la question maintenant, ça a été posée par Eliman Ndour depuis Bargny. Bargny, oui. Voilà, il dit qu'il voudrait comprendre c'est quoi le terme, c'est quoi l'exonération et les procédures pour une petite entreprise. L'exonération? Oui, petite exonération de la TVA peut-être. Ah, exonération, c'est par exemple, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. C'est-à-dire, ou bien vous êtes... Non, il y a les... En matière fiscale, il y a les exemptions. C'est-à-dire on ne doit pas du tout payer. Et les exonérations. Les exonérations, ça veut dire qu'on est dans le champ, mais on vous autorise à ne pas payer. Est-ce que vous voyez? Par exemple, quand on fait les agripreneurs là, mes amis les agripreneurs là, hein, quand ils font de la production de cru, c'est-à-dire tomates fraîches, là ils sont dans le champ, mais ils sont exonérés. Parce qu'ils se livrent à des activités commerciales, mais qui ne sont pas soumis à la TVA. Maintenant, pour les entreprises, là, je pense que dans le cours de l'autre, voilà, ils vont vous dire. Donc, il va lui poser la même question. Et je pense qu'il aura les réponses souhaitées, quoi. Tout à fait. Oui. Section 2, codification et liste des principaux comptes. C'est ça. Le système comptable ouest-africain, SISCOA, comporte une liste des comptes avec des intitulés et des numéros précis. Votre attention, s'il vous plaît. Mon prof de truc là, fiscalité, droit d'enregistrement, il disait silence. Voilà. Numéro 1, les classes. Nous utiliserons les 8 classes suivantes. Compte des ressources durables. Il enregistre les ressources de financement mises à la disposition de l'entreprise de façon durable et permanente par les sociétés et les tiers. Voilà, donc là, on va faire un résumé ici, sous forme de bilan et sous forme de compte de résultat.
Ça, les autres, ils ne l'avaient pas, mais vous, vous l'avez. Le compte de résultat, c'est l'exploitation. L'exploitation. Le bilan, c'est le patrimoine. Voilà, patrimoine. Et le bilan, il y a ce que l'on appelle le passif, ou les dettes, et l'actif, ou les biens. Ici, vous avez les charges, ou les appauvrissent. Oui, quand on donne de l'argent à sa copine, on s'appauvrit. Parce qu'au lieu de donner ça à sa maman, on donne ça à sa copine. Et vous avez les produits. Mais c'est un appauvrissement utile. Parce qu'il y a des appauvrissements inutiles. Voilà. Donc les produits, c'est des enrichis. Voilà. On y va. Donc vous avez dit classe 1. Donc les comptes sont d'abord classés par unité. Donc classe 1, on appelle les ressources durables. Donc ça veut dire que aussi, ici c'est les ressources. Et ici vous avez les emplois. Ici c'est des emplois. Et ici c'est des ressources. C'est bon? Après vous allez prendre ça en photo, comme vous êtes un peu pénalisé. Donc, les ressources durables, on les met ici. Continuez. Numéro 2, les comptes d'actifs immobilisés. Voilà. Ces comptes concernent les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Donc ici, c'est les immobilisations. On en a 3. Incorpo. Donc c'est l'histoire du logiciel là. Corpo. Et financière. C'est bon? Donc vous avez vu, je l'ai mis au patrimoine. Et on continue. Numéro 3, compte de stock. Donc ici j'ai 3, les stocks. Ça veut dire que dans le cadre de votre entreprise, c'est comme ça que vous allez ranger les éléments. Et il y aura un exercice pour vous dire, identifier les activités de votre entreprise et ranger ça selon la partie patrimoniale ou bien selon la partie d'exploitation. Ça, c'est votre premier exercice à faire à la maison. Sans note. Les stocks sont formés par l'ensemble des marchandises. Donc, stock, c'est les marchandises, les matières premières et fournitures liées, voilà. Des produits intermédiaires, des produits finis, ainsi que des produits et services en cours qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Mon ami agripreneur là, dans une entreprise agricole, où il y a par exemple aviculture, on fait de l'aviculture, c'est une branche de l'agriculture, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez des vaches à lait, vous avez des œufs, c'est-à-dire des poulets de chair et des poules pondeuses. Les poules pondeuses, c'est quoi? C'est des immobilisations ou c'est des stocks? Les poules pondeuses. Parce que les immobilisations, il dit quoi? Ils restent de manière durable. Alors que les stocks, ça se renouvelle. Est-ce que c'est tous les jours qu'on vend les poules pondeuses? Non. Non. Est-ce que c'est tous les jours qu'on vient en retard? Non. Donc c'est une exception. N'est-ce pas? Il fallait nous payer aussi à manger. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que dès l'instant où, par exemple, vous qui êtes experts là, les experts agricoles là, combien de temps les poules pondeuses restent dans l'exploitation avant d'être réformées? 40? Non. Combien? 6 mois, 1 an, ça dépend. 6 mois, 1 an. Donc, c'est durable. Donc, c'est des
C'est des immobilisations qu'il a dit. Machallah. C'est des immobilisations. Mais les œufs qu'ils produisent, lesquels produisent, c'est des stocks de marchandises. Quand vous vendez les tablettes là, c'est de la marchandise. Vous ne regardez pas Baïl qui là, Baïguinar. Il dit à la dame, toi tu regardes ce gosse là de rien du tout, hein, et tu le suis, alors que moi je suis son patron plus riche. Prends mon numéro. Donc c'est des stocks. Maintenant vous prenez la vache à lait. La vache à lait. C'est une. Vous prenez le manguier. Les mangues. Stock. C'est clair. Maintenant, vous prenez les poulets de chair. Stock de quoi? Marchandises ou produits finis? Ça, il faut être clair. Marchandises ou produits finis? Pourquoi? Quand on le livre habituellement déjà... D'abord, quelle est la différence entre une matière première, une marchandise, une matière première et un produit? Quelle est la différence entre une marchandise ou matière première et un produit? D'un côté, marchandise, matière première, de l'autre, produit. Quelle est la différence? Pour la matière première, c'est par exemple naturel, quelque chose qui... Oui. Puis pour ce qui est du produit, c'est quelque chose qui est transformé. C'est ça. Excellent. Qui a subi une valeur ajoutée. Donc la matière première des poulets là, de chair, c'est quoi? La matière première. La viande. Non. Ah, oh, voyez, tu as bien débuté, tu termines mal. C'est les... Donnez-lui. Ah, mon chef de canton là, vraiment. La matière première des poulets de chair, c'est les poussins. Voilà. Maintenant, quels sont les éléments ou bien les fournitures ou éléments qu'on incorpore à ces matières premières là pour avoir un produit fini, poulet de chair? L'alimentation, la vaccination, l'eau, voilà. Heureusement que vous ne l'avez pas oublié. L'eau. L'eau, il y a aussi. Il y a électricité, gaz. Pourquoi? Pour les chauffer. Ça aussi, c'est des produits incorporables. L'électricité, vous l'utilisez pourquoi? Pour l'éclairer. Il y a aussi les trucs externes là. Il y a des éléments incorporés directement et des éléments incorporés indirectement. Comme quoi, par exemple? Non, pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est une immobilisation dans l'exploitation. Vous allez le mettre en immobilisation corporelle. Mais dans le cadre du processus de transformation comment dirais-je là, des poussins vers les poulets de chair, il y a des éléments qui ne sont pas directs, qu'on incorpore. C'est quoi? Voilà. La litière, copeaux. Comment on l'appelle en Wolof là? C'est-à-dire, vous allez chez le menuisier, les chutes de bois là, vous les prenez. C'est pour faire quoi? C'est pour éviter qu'ils aient un contact direct avec le sol qui peut abîmer leur pattes. Voilà, c'est ça. Et même ça, ce produit-là, au début, c'est de la litière normale, mais après, il y a des excréments et tout. Ça, ça se décompose, les gens l'utilisent pour l'agriculture. Et ça a de la valeur. Hein. Je vous l'avais dit, hein, c'est 1000 francs le sac. C'est pourquoi étudier une exploitation agricole, c'est extraordinaire. Aussi bien sur le plan animaux que sur le plan plantation. C'est bon? Le piment.
L'arbre pour le piment, là, c'est quoi? C'est le piment, c'est pas une plante, c'est un arbre. C'est un arbre né. C'est un cycle est long. Il peut faire combien? Non. Moi, on m'a dit 6 mois. 1 an même. Voire même plus d'1 an. Donc, dès que ça dépasse 1 an ou bien dès que c'est long, il faut le prendre comme une IMO. Et les piments qu'il produit, l'arbre, des stocks. C'est bon. Donc, vous, à votre niveau, quand vous vous lancez dans votre activité, il faut être en mesure de classer par nature. Soit c'est un élément de patrimoine, ou bien c'est un élément d'exploitation. Avec l'exemple de l'entreprise agricole, il faut déterminer tout ce qui est immobilisation, tout ce qui est stock, tout ce qui est achat et tout ce qui est vente. C'est bon? Question? C'est bon? On continue? Oui? On a la différence entre matière première et marchandises. Matière première ou... Produits et marchandises. Non, matière première ou... Non, il y avait matière première ou marchandises et produits finis. D'accord. La matière première, par exemple, comme elle a dit, les poussins, au départ, c'est naturel, il l'a dit. Il n'y a pas eu de transformation. Mais on les prend et on les incorpore dans un cycle de production. De quoi? De poulet de chair. Peut-être que là, c'est de la production de produits vivants. Mais prenez l'exemple par exemple, le lait là, le lait en poudre. Le lait en poudre. Ou bien le thon. Ou bien, hier, on a donné l'exemple de tomate farcie, tomate djegboudjar. Donc, la matière première, c'est la tomate fraîche. Le thon, c'est le poisson acheté. Maintenant, le processus de fabrication va séparer la chair des os. Et ensuite, les transformer, les conditionner, incorporer des matières et fournitures consommables, comme l'huile, le poivre, le sel, ainsi de suite. Ils vont, comment dirais-je là, c'est pas cuit, ils vont le cuire, soit vaporiser ou bien autre chose. Ils vont le transformer en miettes. Il y a un exercice sur ça, mais ça c'est en comptabilité analytique, quoi. Malheureusement, on n'aura pas le temps de le faire. Et au finish, ils vont proposer 2 produits. Thon émietté, 2 produits, avec 10 millilitres, ou bien contenance petit modèle ou grand modèle. J'avais bien compris la différence entre la matière première et le produit, mais je voulais savoir où se situe la nuance entre le produit et la marchandise. Produit et marchandise, parce que marchandise, vous achetez et revendez. La marchandise a déjà atteint est déjà un produit fini. Mais ça, c'est-à-dire quand on raisonne dans le cadre d'une entreprise commerciale, la marchandise, on achète et on revend en l'état sans transformer. Mais on met une marge pour créer de la valeur. Alors que quand on est dans le cadre d'une entreprise individuelle, on achète les matières premières et on les transforme pour créer des produits finis. C'est ça la différence, quoi. C'est par nature d'activité. Entreprise commerciale ou, comment dirais-je, entreprise industrielle. Il n'y a que ces 2 types d'entreprises-là. C'est bon? Oui? Bon, il y a les autres types d'entreprises, quoi, comme les entreprises de prestation de services. Comment aujourd'hui vous êtes dynamique là? Il y a beaucoup de questions. Bon, bonjour. N'est-ce pas? Bon, est-ce que nous pouvons considérer les comptes de ressources durables comme étant le compte des capitaux? Mais c'est ça, c'est pourquoi je prépare ça. Par exemple, vous créez votre entreprise, ce que vous apportez là, que ce soit en espèces, compte bancaire ou en matériel, bien, c'est ça qu'on appelle le capital, ou bien la fortune initiale. Et dans le cours, on va vous dire
comment on calcule la fortune? Il y a le magazine La Forbes qui, chaque année, va dire que Bill Gates est plus riche que tel. C'est sur quelle base? Ça, vous allez le voir avec le prochain cours. Il y a la fortune initiale qui s'appelle capital. Ensuite, il y a la fortune qui, après 1 an d'exercice, donc c'est le capital, plus le résultat si c'est une perte, ou moins plus le résultat si c'est un bénéfice, ou moins le résultat si c'est une perte. Ce qui fait que si toutes vos entreprises-là tenaient une comptabilité normale, en fin d'année, on peut dire que lui, il est plus riche que lui, parce que sa fortune est plus élevée que celle de l'autre. C'est bon? C'est ça l'objectif de la comptabilité. Dans l'espace UEMOA, qu'on puisse dire que entreprise X du Sénégal est plus riche ou moins riche que entreprise Y du Burkina, dans l'espace UEMOA. Les personnes qui sont plus riches qu'un? Oui, parce que là, on évalue aussi leur patrimoine. Micro. Faut penser à nos amis du cloud. Même hier, j'ai vu des informations à propos de Jeff Bezos. Ils ont dit qu'actuellement, il est plus riche que le Maroc réuni. C'est ça. Ça, qui l'a fait? Oui. Qui l'a fait? Est-ce que lui, c'est son mérite à lui? C'est Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'en Chine, il y a le coronavirus et qu'au Sénégal, il n'y en a pas? Est-ce que nous, on est plus méritants que les Chinois? Qui est l'auteur? C'est le pangolin. Donc c'est ça. Dieu, il distribue comme il veut et comme il l'entend. Et il n'a de compte à rendre à personne. C'est nous qui avons des comptes à rendre. Quand on sort tard dans la nuit, on n'appelle pas sa femme. Quand on rentre, c'est la catastrophe. Hein? N'est-ce pas? Donc avant de rentrer, il faut prendre le temps, prendre faire quand on a des gris-gris là, on les active et on rentre, on cogne à la porte avec un gros sourire. Le mien, il est un peu faussé parce qu'il y a une bilot de Kolda là, le débitier. Mais pour ceux qui ont vraiment un joli sourire, peut-être que c'est une circonstance atténuante. Mais là, il faut rendre compte. C'est comme pour l'État. Hein. En fin de gestion, l'État produit ses états financiers et c'est vérifié, certifié par la Cour des comptes. Dans quel but? Pour permettre au ministre des Finances, à qui on a donné la charge ou la responsabilité de présenter les comptes publics, de rendre compte au pays, au peuple. Par quel moyen? Par le biais de l'Assemblée nationale. Au départ, on vote le budget initial, on modifie. Ensuite, on vote la loi de règlement. C'est la reddition des comptes publics. Oui. Vous aussi, 1er janvier, 31 décembre, le comptable, il a mis des choses, vous ne savez pas, mais quand même, vous avez compris dans les grandes lignes. Vous appelez un expert qui est votre superviseur. Il va regarder, fouiller tout ce qui est bon. Ensuite, il dit c'est régulier et sincère. Après quoi, il faut aller à l'Assemblée. Donc, c'est un conseil d'administration. C'est pour rendre compte. C'est là où on va vous donner un quitus. Ça veut dire, vous donnez un quitus au comptable, vous donnez un quitus au commissaire aux comptes. Et vous décidez. C'est-à-dire, c'est là où on décide. Pour dire que le résultat de 1 million, c'est comme ça que je vais l'affecter. Soit je le mets en réserve. Là, c'est en ressources durables. Et dans les réserves, il y a les réserves légales. La loi pour imposer aux entreprises d'économiser, pour ne pas que le fonds de roulement soit faible, il leur impose une réserve légale. Je pense que c'est 10% du capital, du résultat. Du résultat distribuable. Non, du résultat affectable. Ensuite, il dit, dans les statuts, hier on a donné l'exemple où vous avez 51%, moi j'ai 49%. Dans les statuts, on peut dire qu'en fin d'année, le résultat, de manière statutaire, il faut d'office mettre 15%.
On ne cherche même pas à comprendre. Des fois, quand vous avez un business avec un conducteur de taxi, le taxi est pour vous, lui il conduit. Vous dites on fait un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour moi, un tiers pour vous, un tiers pour le taxi. Ça, c'est des clauses statutaires. Ensuite, la loi vous dit, ça c'est le code général des impôts et l'acte uniforme là, le code. Il vous dit, une fois que vous avez doté en réserve légale, une fois que vous avez doté en réserve statutaire, maintenant vous pouvez, c'est une faculté, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez doter en réserve libre. Enfin, cette année-ci, exceptionnellement, on a eu un bénéfice extraordinaire. Il faut garder de l'argent parce qu'il faut faire comme du période du prophète Joseph. En période de vache grasse, il faut préserver quelque chose pour les jours gris ou noirs à venir. Il ne faut pas tout avoir et tout bouffer. Maintenant, si on est en période de vache maigre, après vous allez taper à côté pour demander de l'argent. Ça aussi, ce n'est pas une bonne méthode de gestion. Donc, ressources durables. C'est bon? Oui, question? Bonjour. Dans le cadre d'une entreprise qui fait des prestations d'installation de modules photovoltaïques. Oui. Solaire. Oui, photovoltaïque, c'est solaire, si je pense, si je comprends bien. Effectivement. L'installation photovoltaïque, on peut considérer ça comme une marchandise ou bien comme... En fait, c'est une prestation de service. C'est une prestation de service. Voilà, c'est une prestation de service. Ah, ok, d'accord. Maintenant, vous allez vous positionner sur deux niveaux. C'est-à-dire, vous allez faire une livraison de biens, parce que tout ce qui est panneaux solaires, c'est des biens que vous allez vendre aux clients. Tout ce qui est l'appareil, la commutateur, ou ça s'appelle comment? L'appareil qui transforme le truc au courant, le régulateur. Ça, c'est un bien que vous allez donner, transférer au propriétaire. Maintenant, le travail de calibrage, d'installation, de câblage, c'est ça la prestation. D'accord. D'habitude, nous, on l'appelle main-d'œuvre. Main-d'œuvre. Donc, quand vous appelez le plombier pour changer des trucs usagés, des appareils usagés, il va vous dire achetez un nouvel appareil et ensuite ma main-d'œuvre. C'est ça la prestation. Ma main-d'œuvre, c'est ça. C'est bon? Question en ligne. Oui. Il y a M. Fall, donc il demande. Non, je m'excuse. C'est monsieur. Bon, il n'a pas donné son nom. Oui. C'est M. X il a donné du cloud. le nom de son entreprise. Oui, quelle entreprise? S'il veut qu'on sache. Aide Agri. Ah, lui c'est mon ami. Donc c'est un agripreneur. D'accord. Donc son nom c'est Elhaj Wak Ndiaye. Ah, un Ndiaye en plus. Un Ndiaye en plus. Oui. Il dit, sa question est, les services marchands peuvent-ils être des immobilisations? Bien sûr. Si l'objet principal de l'entreprise c'est d'acheter et de vendre des immobilisations, là les immobilisations c'est de la marchandise. Pourquoi? Parce qu'il ne reste pas de manière durable dans l'entreprise. L'exemple le plus patent, c'est l'atelier de menuiserie. Tout ce qu'il produit comme mobilier de bureau, il produit et il vend. N'est-ce pas? Maintenant, là où c'est destiné, c'est là où c'est une immobilisation. Mais dans l'atelier, c'est de la matière première. Non, c'est des produits finis. Parce qu'au départ, il achète le bois, c'est la matière première. Les clous, les nyama-nyama, la colle, le truc, ça c'est des matières et fournitures consommables ou consommées. Est-ce que vous voyez? Même le, comment dirais-je, la dernière couche là, comment ça s'appelle? Le vernis. C'est des matières et fournitures consommables. Mais comme lui, il ne l'utilise pas pour ses propres besoins, il le vend, c'est des produits finis. Mais il peut faire ce que l'on appelle un prélèvement. C'est une prestation à soi-même dans la loi fiscale. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Il crée une table, il produit une table pour les besoins de son service comptable. Il fait un prélèvement qu'il va affecter en immobilisation. Ça, on va créditer un compte de production immobilisée et on débite un compte d'immobilisation.
dans l'entreprise. C'est comme les sociétés créatrices ou productrices de véhicules. Tous les véhicules qu'ils achètent, qu'ils produisent et vendent aux clients, c'est de la marchandise, ou bien c'est des produits finis. N'est-ce pas? Les véhicules qu'ils utilisent pour eux-mêmes, pour les besoins de leur exploitation, c'est des immobilisations. Mais celui qui achète le véhicule, il le met en immobilisation, matériel de transport. Donc vous voyez la différence. C'est bon? Une autre question posée par Salou Faye depuis Colobane. Ah, ça c'est mon homonyme. Il dit qu'il a une entreprise de drones. Drone? Oui, il fait des prestations de services. Dites-lui de m'envoyer une facture pour un drone. Il fait des prestations de services. Drone important, de bonne qualité. Voilà, il dit maintenant, dans une entreprise de prestation de services de drone, est-ce qu'on peut parler de matière première? Matière première, ça dépend. Si lui, il produit les drones lui-même, la matière première, c'est le caoutchouc qu'il achète, ainsi de suite. Maintenant, les caoutchoucs, là, il faut les travailler, les mesurer, les polir, ensuite les assembler. L'assemblage, c'est les clous, c'est des matières et fournitures. L'hélice, là, soit il le produit lui-même, ou bien il l'incorpore. Il l'achète et il l'incorpore. Au finish, ça crée un produit fini qu'on appelle drone. Maintenant, s'il achète les drones ailleurs et les revend en mettant une marge, c'est de la marchandise. C'est bon? Oui, c'est clair. Quelqu'un d'autre? On continue, hein? Ah, tiens. Donc, on en était au stock. Après? Numéro 4, compte des tierces. Voilà. Le compte de la classe 4 retrace les relations de l'entreprise avec les tierces. Voilà. Donc, ici, c'est les 4 tiers, mais je vais ajouter débiteur. Et ici, je vais mettre 4 en dette, tiers, mais un créditeur, c'est un cré. Voilà, je le mets en rouge, parce qu'on n'aime pas les dettes. C'est bon? Ils servent donc à comptabiliser les dettes et les créances de l'entreprise, à l'exclusion de celles inscrites dans les comptes de la classe donc, 1 et 2. Ici, c'est les créances, et ici, c'est les dettes. Est-ce que c'est clair? Oui, je dis que je ne comprends pas la notion de débiteur et créance. Comment se fait-il que vous les mettez dans le même tableau? Non, parce que ici, c'est le patrimoine. C'est là où je vous disais, le patrimoine n'est pas que actif. Le patrimoine, c'est actif et passif. Enfin, votre patrimoine, c'est ce que les gens vous doivent, par exemple, en termes de créances. Dans votre patrimoine, vous allez mettre ce que moi, je vous dois et ce que vous devez aux autres. N'est-ce pas? C'est ça le patrimoine. Donc, le tableau-là, il ne fait que recenser tous les éléments patrimoniaux, actifs et passifs. C'est bon? Bon, je ne sais pas si je pourrais bien me faire comprendre, mais est-ce qu'il y a un lien logique entre le fait qu'un élément soit à l'actif, par exemple, dans le bilan, et qu'il soit comme emploi ou comme ressource dans le compte de résultat? C'est-à-dire un lien logique entre sa position dans le bilan et sa position au niveau du compte de résultat. Voilà. OK. C'est clair, hein? Et puis le français est très bon. En fait, dans la classification par nature des opérations, ici, ils ont fait une exception. Ils se sont dit que dans les comptes qui commencent par la classe 4, je vais mettre tout ce qui doivent à l'entreprise et tous ceux à qui l'entreprise doit. Ça, c'est une convention, c'est eux qui l'ont décidé. Mais vous n'allez pas voir un compte où il va être ici et là. Par exemple, ici, je donne un exemple. Vous allez voir, ça j'anticipe un peu, vous allez voir un compte, exemple. Vous allez voir un 411 clients. Et ici, voilà. Qui a dit ça? Merci. Ici, vous allez voir comme exemple un 401 fournisseur. Ils ne peuvent pas être dans un truc. Ici, la position de chaque élément est unique. Mais c'est juste la nomenclature qui fait que
Au niveau des créances et des débits, des créances et des dettes, la classe 4 va dire 41 c'est créances et 401 c'est fournisseurs. C'est bon, et on le verra aussi, il y aura une exception, classe 5. 5 aussi, on va le voir de part et d'autre. C'est bon? Qui n'a pas compris? Quel est l'entrepreneur qui n'a pas compris et qui n'a pas honte de le dire? Numéro 5, compte de trésorerie. Voilà. Ça, c'est l'élément le plus important de l'entreprise. Et je vous ai dit que les Libano-Syriens, c'est ça qu'ils contrôlent dès le départ. Celui qui ne contrôle pas la trésorerie, vraiment, il n'a pas une maîtrise de son entreprise. Ça, vraiment, c'est la catastrophe. Vous allez avoir une entreprise, vous êtes à l'extérieur, vous laissez votre frère ou bien votre cousin, il bouffe tout l'argent. Parce que c'est à sa portée. Donc 5, trésorier. Où est le re là? Et bien je dis trésorerie, moi je vais ajouter trésorerie de l'actif. Mais je l'appelle trésorerie-actif. Et ici, je vais mettre un 5 que j'appelle trésorerie du passif. Donc, dans notre jargon financier, quand je dis trésorerie active, c'est ici. Quand je dis trésorerie, parce qu'il ne faut pas me dire trésorerie passive, c'est pourquoi je mets un trait d'union. Quand je dis trésorerie passif, même dans le livre, quand ils ne mettent pas le trait d'union, c'est trésorerie du passif. C'est clair, hein? Allez-y. Ils enregistrent les opérations relatives aux valeurs en espèces. Donc, espèce, c'est le cash. Au chèque. Chèque bancaire, chèque trésor. Parce qu'il y a des structures qui ont des comptes de dépôt au trésor. Vous prenez l'IPRES, ils ont un compte de dépôt au trésor. Le trésor fonctionne comme leur banque. Donc, c'est chèque banque trésor. Il y a des structures aussi qui ont des comptes courants postaux. Il y a des structures qui ont des comptes dans les mutuelles d'épargne et de crédit. Donc, c'est tout ça qu'on appelle chèque. Aux effets de commerce. Effet de commerce, il y en a quoi? Il y a quoi comme effet de commerce? Billet à ou? Billet à outil. Non, billet à ordre ou lettre de? Lettre de change. Lettre de change. Ça aussi, dans vos transactions, vous allez faire face à ces documents. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, c'est entre le client et le fournisseur. Est-ce vrai? Je vous fournis une prestation, vous me devez. Une prestation à terme, c'est-à-dire à crédit. Vous me devez de l'argent. Rappelez-moi le nom. C'est Yves Diop. Voilà, je ne dois pas oublier ça. Voilà, Yves me doit de l'argent. Et dans notre contrat de vente, d'achat pour vous, de vente pour moi, on a dit que Yves doit payer dans 3 mois. Ça, c'est le contrat simple. N'est-ce pas? Donc là, moi, pour rentrer dans mes fonds, je fais quoi? Je dois attendre. Mais la loi vous permet de mobiliser cette créance-là ou cette dette-là sous forme d'effet de commerce. Soit par ce que l'on appelle d'abord un document qu'on appelle, il y a une première forme qui s'appelle billet à ordre. Il y a un souscripteur, c'est toi qui souscrit le billet à ordre. Ou bien une lettre de change, où il y a le tireur, le tiré et une banque. Non, le tireur, le tiré et un bénéficiaire. Ça veut dire quoi? Si je mobilise cette créance-là, moi, parce que vous me devez de l'argent, je peux ne pas attendre l'échéance et négocier ça avec soit mon banquier, moyennant des frais, ou bien avec une tierce personne. Est-ce que ça veut dire? Donc la transaction, c'est 100 000. Il me doit 100 000, je dois attendre 3 mois pour rentrer dans mes 100 000. Mais dans le cadre de ma gestion de trésorerie, 1 mois après la transaction, j'ai besoin d'argent. Si je mobilise cette créance-là sous forme d'effet, j'ai la possibilité de négocier ça avec ma banque. Donc au lieu de 100 000, la banque là, comme ils font rien pour rien,
La banque va dire, je peux vous donner 95 000 avant l'échéance et moi j'attends jusqu'à l'échéance pour rentrer dans les 100 000. La banque gagne combien dans l'opération? 5 000 francs. Moi je perds combien? 5 000. Mais au moins, avant l'échéance, j'ai de la trésorerie cash pour faire d'autres transactions. C'est ça qu'on appelle effet de commerce, qui a deux formes, soit billet à or ou bien lettre de change. Même au niveau de l'État, ceux qui font les transactions douanières, il y a ce que l'on appelle les traites de douane. C'est des effets de commerce, mais dans le contexte des relations douanières. Là aussi, on donne à l'État, l'État attend jusqu'à l'échéance et on l'appelle dépose à l'encaissement l'effet. C'est bon? C'est ça qu'on appelle, au niveau de la banque, c'est ça qu'on appelle escompter un effet de commerce. Et l'argent qu'on perd, c'est l'escompte. C'est la commission. Voilà.